Alors, comment se préparer ici et maintenant à l'intelligence artificielle? Ce que je vous propose, c'est plutôt d'aborder la question des métiers de la relation client. Alors, on l'a répété, on l'a dit tout à l'heure, le président l'a dit dans ses mots introductifs, vous êtes directeur de l'ISUP, qui est l'Institut statistique de l'Université de la Sorbonne. Vous êtes également membre agrégé de l'Institut des actuaires, donc, qui est au cœur du métier d'assureur. Et donc, vous connaissez bien toutes les spécificités de ce beau métier d'assureur. Ce qu'on vous a demandé n'est pas facile. Ce qu'on vous a demandé finalement de nous expliquer un peu mieux, pour qu'on comprenne davantage ce que recouvre la notion d'intelligence artificielle, sans rentrer dans le détail, bien évidemment, de la technique en elle-même, pour essayer de comprendre un peu de quelle manière est-ce que ça se met en place sur des postes et comment ça va venir impacter le quotidien, les gestes de métier de l'ensemble des collaborateurs, enfin, en tout cas, principalement avec vous, les métiers de la relation client, qui sont variés, puisque c'est à la fois des métiers de la souscription, des métiers de la gestion de contrat, de la relation client, des métiers de l'indemnisation. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez déjà nous donner, sans aller jusqu'à une définition de l'intelligence artificielle, mais quelles pourraient être des caractéristiques qui nous permettent de comprendre un peu mieux si on a affaire à de l'intelligence artificielle ou pas? Et puis on aura tout à l'heure un petit film justement qui viendra compléter cette première approche. Oui, alors d'abord, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles. Donc suivant la personne sur laquelle vous tombez et suivant le cas d'usage, ça ne va pas être tout à fait la même chanson. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière ce terme générique d'intelligence artificielle, vous trouvez d'une part des techniques qui sont potentiellement assez anciennes. C'est du traitement de données qui va ensuite fournir des recommandations pour aider à la décision. Donc vous avez d'une part des techniques anciennes qui sont utilisées de façon plus massive, de façon plus assumée qu'avant. Vous avez ensuite des grandes innovations qui vont permettre, par exemple, vous parlez de la relation client, mais un autre domaine aussi, notamment en actuariat, où on va avoir beaucoup besoin d'IA aujourd'hui, c'est pour mieux projeter les comptes, établir des tarifs qui anticipent ce qui va se passer. Et donc là, on a des méthodes prédictives bien plus élaborées. Et puis, il y a bien sûr l'IA générative, qui est tout un champ de techniques. ChatGPT, c'est forcément l'aspect le plus médiatique du moment. Vous avez une IA alors, qui ne crée pas, puisque justement, et ça va être une des caractéristiques, ça apprend et ça reproduit un certain nombre de choses simplement à partir d'une information très très vaste. Donc, si on veut chercher des caractéristiques très, très générales à toutes ces techniques, d'une part, c'est une espèce de capacité de faire des tâches de façon automatisée et extrêmement rapide dans le traitement de l'information. Donc ça, c'est l'aspect algorithmique notamment. Et puis, et ça, il ne faut pas le perdre de vue, la clé derrière l'IA, c'est la question de la donnée, c'est-à-dire quel est le carburant, qu'est-ce qu'on donne à apprendre à ces programmes, à ces intelligences artificielles, et en fonction de ces données, ça va conditionner la qualité de ce qui va être produit. Parce que forcément, si vous donnez une information de faible qualité, elle aura beau être très riche, vous aurez des recommandations faibles. Mais la grande force de l'IA, c'est de pouvoir regarder une masse d'informations extrêmement grande plus vite que vous ne le feriez. Si vous souhaitez lire tout Dostoïevski, ça va vous prendre quelques jours. À une IA, ça va prendre extrêmement rapidement. Alors ensuite, ce qui va en être tiré va être peut-être moins profond du côté de l'IA que ce que vous aurez obtenu en lisant plus attentivement la littérature russe, quoi. Merci. Si on cherche à trouver des domaines d'application, je parlais des métiers de la relation client donc qui sont variés. Il y en a peut-être un sur lequel les assureurs réfléchissent plus particulièrement. Alors ici, dans cette maison, on y est d'autant plus sensibilisé qu'on est logé à la même adresse que Alpha, l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance, donc qui travaille beaucoup sur cette thématique-là, avec une estimation. Ça n'est qu'une estimation, mais déjà, elle fait froid dans le dos, parce que c'est de l'ordre de 7%. 7% de fraude, alors non pas de fraude des assureurs, mais bien évidemment des assurés. Parce que les assureurs n'ont pas deux poches, une pour encaisser, une pour payer les sinistres. C'est avec la même que l'on gère l'ensemble. Est-ce que, en l'état de l'art de l'IA, vous auriez un ou deux cas concrets qui pourraient nous donner des usages disponibles
de l'IA pour aider les collaborateurs dans ce domaine. Nous donner peut-être une idée un petit peu plus précise de la manière dont cela fonctionne? Oui. Alors, la fraude, c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a une intelligence non artificielle dans le domaine pour dénicher de nouvelles méthodes de fraude. Et donc, ça va nécessiter, pour la détecter, une expertise forte. Il faut se nourrir d'énormément d'exemples. Ce que peut faire une IA extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en lui fournissant un grand nombre de situations historiques de fraude ou inversement de comportements normaux, eh bien, elle va pouvoir détecter un certain nombre de déterminants qui vont permettre d'aider à se rendre compte que tout d'un coup, on va avoir une déviation de comportement qui ressemble à de la fraude. Donc, par exemple, à partir de rapports d'expertise ou à partir de déclarations de sinistres qui peuvent être écrites à partir de constats d'assurance. Aujourd'hui, il y a des méthodes extrêmement accessibles pour traiter du texte de façon automatisée et même parfois des croquis avec des outils relativement simples. Ça peut être aussi du texte oral, cette fois, avec aussi les intonations dans la voix qui vont pouvoir être analysées plus finement par une IA qui aura écouté beaucoup de timbres différents plutôt que par un seul être humain qui est au bout du téléphone. Et donc, il y a cette capacité, en ayant un historique, alors bien sûr, il faut nourrir d'un historique assez vaste, mais de détecter des situations qui seraient problématiques beaucoup plus facilement. Et simplement, il ne s'agit pas, bien entendu, on parlait de relations clients, il ne s'agit pas de prendre une décision rien qu'avec de l'intelligence artificielle. Ça serait, je pense que commercialement, ça serait quand même assez négatif, parce que le sujet de la fraude est aussi un sujet ensuite de relations clients, parce qu'il y a des fois des fraudes suspectées qui d'ailleurs n'en sont pas. Et donc, il faut bien penser l'IA comme un indicateur qui va simplement soulever une question, attirer l'attention d'un collaborateur, d'un expert pour cibler son expertise sur ces cas-là, et ce qui permet, je dirais, d'optimiser un certain nombre de fonctionnements, d'aider la détection de fraude, d'aider l'expertise à aller directement sur les cas qui semblent les plus problématiques, plutôt que de le faire un petit peu au hasard, comme ça peut se passer dans certaines conditions. Donc de façon générale, il faut envisager l'IA comme une aide qui va simplement permettre d'optimiser un certain nombre de procédures en gagnant du temps et en envoyant de façon plus ciblée des collaborateurs experts sur tel ou tel dossier qui serait plus ou moins problématique. Parce que d'une part, effectivement, si on a 7% de fraude, ça veut dire qu'on a 93% de fraude, de non-fraude, même si ça reste forcément sur une estimation. Est-ce que je me trompe si je dis que finalement, c'est un outil qui permet de mesurer une fourchette de probabilité d'un cas de fraude, à partir de laquelle il va falloir gratter davantage, vérifier, croiser les informations pour dépasser cette fourchette de probabilité et puis se construire sa propre opinion. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut éviter, à mon sens, de transformer cette fourchette en une décision qui serait basée sur simplement le plus probable. C'est-à-dire qu'on a simplement un clignotant qui s'affiche et il faut être capable d'aller regarder. D'autant que vous avez bien fait de mentionner ces chiffres, 93% d'absence de fraude, 7% de fraude, ça veut dire qu'on est quand même sur des événements qui sont relativement rares. Il faut savoir que de nombreuses applications de l'intelligence artificielle vont regarder des comportements standards. C'est très bon, par exemple, pour optimiser un certain nombre de ventes en ligne où on va essayer de regarder un comportement moyen de l'usager, même si on peut le raffiner en tenant en compte un certain nombre de variables, de connaissances qu'on a sur cet individu. Mais 7% de fraude, ça veut dire qu'on ne va pas regarder l'événement moyen. L'événement moyen, c'est il n'y a pas de fraude. Donc, ça va être un problème dur et l'intelligence artificielle va se tromper, va de temps en temps toper un certain nombre d'événements qui ne seront pas des fraudes. D'où l'importance de ne pas se retrouver dans un mode de gestion qui serait inhumain,
où ça serait l'indicateur qui gouverne, et donc il y a une nécessité d'envoyer l'être humain vérifier ce qui s'est passé, et de le faire aussi dans un cadre qui soit aussi respectueux de l'usager, parce qu'il ne s'agit pas non plus, parmi les innocents, si j'ose dire, qui vont être mis sous l'œil de l'expert dans ce type de méthode de détection, eh bien, il ne faut pas non plus les heurter, il faut être capable de leur expliquer pourquoi il y a eu un signalement dans leur cas. Du coup, ça me mène deux questions. Enfin, la première, déjà, quels sont les savoirs à maîtriser? Parce que j'imagine qu'il faut pas tous, on n'aura pas tous besoin d'un master en actuariat ou en mathématiques pour être capable de travailler sur ce type de sujet. Celui-ci n'étant qu'un exemple par rapport à une pluralité d'autres possibles. Ça serait ma première question. Et la deuxième question, c'est, si je vous comprends, c'est aussi d'entretenir un esprit critique. Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison de dire que voilà, on n'est pas obligé d'avoir un master de mathématiques ou d'actuariat pour faire de l'intelligence artificielle, même si je recommande bien sûr au maximum de personnes de suivre ce type de formation. Mais en fait, tout va dépendre bien sûr de la catégorie d'usagers qu'on va avoir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous voyez, même vous citiez les actuaires. Les actuaires, bien sûr, aujourd'hui, c'est impensable dans une formation de ne pas avoir une formation à l'IA, et pour autant, ça ne va pas non plus être des génies du code comme on va les trouver chez Google ou chez Facebook, parce qu'ils ont aussi d'autres compétences qui vont rajouter par rapport à cette capacité à programmer des méthodes, je ne vais pas dire simples parce qu'elles ne le sont pas, de l'IA, mais beaucoup moins avancées que ce qu'on peut avoir chez d'autres qui y consacrent toute leur vie. Donc voilà, néanmoins, à tous les niveaux, on a besoin d'une éducation à l'IA. Si vous voulez une espèce de métaphore, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes ici et en ligne qui doivent utiliser une voiture au quotidien, ou même de façon occasionnelle. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous soient capables de construire cette voiture. De comprendre exactement comment elle marche, moi je dois vous dire que j'ai beaucoup de mal là-dessus, mais enfin j'ai quand même quelques notions. Je sais par exemple qu'il faut des pneus, qu'il faut mettre un certain type d'essence dans la voiture. Toutes ces choses-là vont permettre de détecter potentiellement que s'il y a un pneu dégonflé, il ne faut pas que je prenne ma voiture, il ne faut pas que je mette le mauvais carburant à l'intérieur. Et donc toute cette culture est nécessaire pour justement pas se retrouver dans des situations où tout d'un coup la machine nous crache un chiffre, une recommandation en disant monsieur machin est un fraudeur, et qu'on soit complètement démuni, qu'on soit dans une espèce de confiance béate dans l'outil en se disant si l'outil le dit c'est que c'est vrai, ou en même temps dans un scepticisme exagéré qui rendrait finalement complètement nulle l'utilisation de l'IA parce qu'on n'aurait plus du tout confiance. Donc il faut avoir ce degré de connaissance des forces et des limites de l'outil, parce que ça reste un outil, et aussi être capable, on parlait de relation client, de l'expliquer un minimum au consommateur. Parce que si tout d'un coup, le consommateur apprend qu'il y a eu un drapeau rouge qui s'est levé à cause de l'IA, il ou elle est en droit d'avoir quelques explications autre que c'est mon application qui me l'a dit. Sinon, on casse la confiance et on se retrouve dans une situation qui serait totalement contre-productive. C'est vrai qu'à la fois, Fuji n'a jamais tué personne. C'est l'usage qu'on décide d'en faire qui sera meurtrier ou entre les mains d'un casque bleu qui permettra justement d'éviter cette situation. Et en tout état de cause, ça demande alors à la fois de la raison dans l'usage de l'outil et puis toujours de la pédagogie vis-à-vis de l'assuré, y compris devant un juge si l'affaire devait être portée devant les tribunaux. Que bien évidemment, on ne pourra pas se limiter à « c'est la machine qui m'a dit que vous aviez fraudé ». Je pense qu'il faudra amener d'autres éléments de preuve au juge pour lui permettre de trancher si ça doit passer devant un juge. Il y avait une question, rôle de Tracfin. Typiquement, oui, sur la question de la lutte contre la fraude fiscale ou l'évasion fiscale,
on peut avoir justement des IA qui vont faire remonter un certain nombre de situations qui paraissent anormales. On est typiquement sur de la question de détection de fraude, et c'est des outils dont il faut bien entendu pas se priver. C'est-à-dire il faut bien avoir en tête que, comme j'ai dit, c'est des outils, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est des outils dont on peut aujourd'hui pas faire l'économie, parce qu'ils sont généralisés, et ça serait quand même absurde de se priver des immenses opportunités technologiques qui sont données, et des immenses opportunités de gain de valeur, parce qu'on automatise un certain nombre de tâches, on optimise, et des secteurs qui ne le feraient pas, que ce soit des secteurs commerciaux ou que ce soit des secteurs plus liés je dirais la sécurité financière, je ne trouve pas la régulation, d'une certaine façon. Il faut bien sûr utiliser toutes les armes à disposition avec une compréhension de leurs forces et leurs limites, parce qu'inversement, on peut aussi avoir des approches qui cherchent à contourner les barrières de détection qui sont fournies par l'IA à mesure que les acteurs malveillants montent également en gamme. Alors, je citais Alpha, avec qui on partage les mêmes locaux et qui travaille sur des programmes d'intelligence artificielle justement pour améliorer la détection de la fraude, avec les limites effectivement que vous indiquiez. Je ne peux pas empêcher non plus de faire référence à un échange avec une autre collègue qui se trouve cette fois-ci à la médiation de l'assurance, à qui je demandais récemment si elle avait pu expérimenter l'intelligence artificielle et ce qu'elle pouvait en penser sur un premier retour d'usage, avec un avis qui était finalement assez négatif, en disant ça marche bien dans tout un cas de figure. Le problème que l'on a, c'est que les dossiers qui arrivent à la médiation de l'assurance sont des dossiers qui posent un problème de droit pour lequel il n'y a pas de jurisprudence, pour lequel il y a un besoin d'interprétation pour trouver une voie de passage qui soit, je ne sais pas s'il faut dire juste ou équitable, ce n'est pas forcément toujours la même chose, mais en tout cas une voie de passage qui permette de sauver la situation de chacun dans un cas bien particulier. C'est un peu ça l'IA, finalement, les limites de l'IA. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut des bases de données et puis il faut une capacité à aller chercher des occurrences répétitives. Mais si on n'a pas dans la base de données un cas semblable, finalement, là, pour le coup, il va falloir être créatif. C'est ça, c'est-à-dire l'IA peut pas, en tout cas à l'heure actuelle, ne peut pas inventer des nouvelles choses qui n'auraient pas été vues. Ça marche beaucoup par de l'exemple et de l'apprentissage à partir de l'exemple. Donc il y a notamment tout un champ où il y a un certain nombre de techniques d'IA qui existent, mais avec des problématiques différentes. C'est tout ce qui va concerner les risques dits émergents. Donc je classe aussi, je dirais, les dossiers un peu délicats dont vous parliez dans cette situation, c'est-à-dire du jamais vu. Ça émerge, donc on ne connaît pas trop. Alors bien sûr, on a des informations, prenez les risques climatiques, on a des informations qui augmentent quand même au fil du temps sur les tendances liées au changement climatique, mais être capable de vraiment les anticiper via de l'IA ou dans d'autres domaines comme le risque cyber aussi, qui est un domaine où les choses apparaissent du jour au lendemain et où il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la question de l'IA, eh bien là, c'est un peu plus flou. Il faut constituer la base d'apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi tout un certain nombre de métiers, puisqu'on parle de métiers, qui vont être au cœur de la récolte de la donnée, de l'information pertinente pour nourrir ces IA. De même qu'il vous faut du carburant pour votre voiture, et pour ça, il faut du pétrole ou de l'électricité, suivant ce que vous avez, eh bien, il va falloir aller chercher cette matière première pour essayer de nourrir efficacement les algorithmes d'IA. J'avais une question sur le chat. Quelles conséquences de l'IA sur les métiers des ressources humaines? Vous voulez nous en dire un mot? Alors, je ne suis pas un spécialiste des ressources humaines, mais de façon générale, il y a surtout, dans la question des ressources humaines, il y a une question de l'acceptation de l'IA, puisqu'on est quand même à l'interface avec l'humain, comme ça l'indique. Donc,
Il y a peut-être un exemple qu'on peut citer pour faire parallèle avec un film dont j'ai oublié le nom, qui doit s'appeler Le Stratège. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui est un film d'il y a quelques années où ce n'était pas encore tout à fait de l'IA et où le problème de ressources humaines était tout à fait particulier puisque c'était optimiser une équipe de baseball, si je me souviens bien. C'est un sport que je maîtrise peu. Et grâce à un certain nombre d'algorithmes, on arrivait à identifier les profils humains idéaux et pas chers en plus pour réussir à amener une équipe le plus haut possible. Voilà. Donc il y a bien entendu ce rêve de pouvoir utiliser l'IA pour ça, et il y a aussi la discussion avec les humains qui ont été sélectionnés ou qui voient un certain nombre de décisions prises à partir d'une IA ou qui ont l'impression que c'est comme ça, d'avoir un dialogue avec eux qui soit respectueux des individus et qui ne nous transforme pas dans une société où tout est automatisé. Après, oui, on imagine bien quelques usages sur la détection du turnover, enfin l'anticipation du turnover, enfin tout ce qui peut être peut-être détecté à partir d'une analyse comportementale prédictive. Qui est très utilisé aussi en marketing, sur le client qui va partir. C'est beaucoup fait, notamment dans les télécommunications. Merci beaucoup, Olivier, de ce témoignage. Alors, donc, quelles sont, selon vous, les autres applications pertinentes d'IA dans l'assurance, hormis la lutte contre la fraude? Je pense que voilà, on n'aura pas de la fin de l'après-midi pour faire le tour de toutes les questions. Il faut s'inscrire au master actuariat. Il faut s'inscrire au master actuariat. C'est ça là. On va le dire. Et puis voilà, donc là vous avez deux contacts excellents pour poursuivre. Merci Olivier. Merci à vous.